Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Les chroniqueurs spécialisés dans la chose criminelle essaient souvent de capter l'attention de leur public en précisant que l'histoire qu'ils ont relatée marque une exception dans les annales du crime. C'est une ficelle sur laquelle on tire beaucoup et qui fait que le nombre d'affaires exceptionnelles qui émaillent les ouvrages de criminologie est assez saisissant. Pourtant, je serais bien tenté de faire la même chose aujourd'hui à ceci près qu'il ne s'agit pas d'une exception mais d'un cas vraisemblablement unique de criminalité. C'est comme on dit un cas de figure, très étonnant, que la vie de William Burkitt, une vie dont le déroulement extraordinaire n'a été rendu possible que par le respect rigoureux de la loi par les cours criminelles anglaises. Oui, chers amis, c'est un cas unique et en tout état de cause, il faut l'espérer. Maman, ça y est, je l'ai fait. Il est 8h45 du soir, le 28 août 1915, lorsque William Burkitt fait irruption dans la maison de sa mère. William Burkitt a 28 ans, c'est un petit bonhomme pâle, assez insignifiant. Il est revenu s'installer à Hull, sa ville natale, au début du mois. « Maman, ça y est, je l'ai fait !» dit Burkitt, qui s'avance au milieu du salon. « Mais, tu l'as fait, mon garçon, tu as fait quoi? »« Oh, je l'ai fait, maman. J'ai descendu Polly. Je l'ai descendu. Ah ben si tu ne me crois pas, viens chez moi, je vais te montrer. » Et en disant cela, il tend à son jeune frère un couteau taché de sang, une ceinture de cuir et une pièce d'un demi-penny qui lui sert de porte-bonheur. Ses mains aussi sont pleines de sang, ce qui donne quelque poids à la déclaration qu'il vient de faire. William Burkitt fouille dans sa poche, tend un trousseau de clés à sa mère qui recule, le jette sur la table devant sa sœur et se sauve sans dire un mot de plus. La famille Burkitt s'entre-regarde en silence. Et puis, la mère et la sœur se lèvent et courent ensemble vers la maison qu'habite William Burkitt, à 2 rues de là. Elles ouvrent la porte, entrent prudemment. La première pièce qui s'offre à elles, c'est la cuisine. Et tout de suite, c'est l'affreux spectacle. Dans un coin sur le carrelage, il y a le corps d'une femme ramassée sur elle-même et du sang partout. Sans faire un pas de plus, les 2 femmes referment la porte et vont alerter un agent de police qui vient constater le décès. Le corps de la femme a reçu plusieurs coups de couteau, mais aucun n'aurait été mortel sans cette blessure béante sur le côté droit du cou. La veine jugulaire a été tranchée. Aussitôt, un avis de recherche est lancé contre William Burkitt, meurtrier présumé en fuite. Mais on n'a pas besoin d'aller très loin, il est retrouvé dans un bar près du port et il est arrêté sans résistance. On prépare le procès et l'instruction s'intéresse au passé de Burkitt. Il est né le 18 septembre 1887 à Kingston, sur Hull, dans un milieu très modeste. Toute son enfance se passa près des docks et du port de pêche, et après quelques années de scolarité, comme tous les enfants pauvres du quartier, il quitta l'école, et on le vit dans les longues files d'attente qui se forment sur le port tôt le matin devant les pancartes d'embauche. Il finit par trouver un emploi régulier comme mécanicien-chauffeur à bord d'un chalutier. Dur travail au fond de la soute, mais William Burkitt le fait avec conscience. Voici la guerre, et comme de très nombreux marins-pêcheurs, Burkitt est appelé à servir dans la Royal Navy, et ce n'est pas non plus un service de tout repos puisqu'il navigue à bord d'un dragueur de mines. C'est peut-être la peur et la tension constante due à cette dangereuse spécialité qui lui font faire son premier faux pas et voir les premières lignes de son casier judiciaire commencer à se noircir. Oh, c'est une bien mince affaire à côté de ce que sera la carrière de William Burkitt. Mais enfin, au jour de son arrestation pour meurtre, son casier n'est pas totalement vierge. En effet, de son dragueur de mine, William en a eu assez et il a déserté. Entendez par là qu'il n'a pas rejoint son bord à la date limite de sa permission et qu'il a fallu que la police militaire se charge d'aller le dénicher dans quelques cabarets pour le ramener à son devoir par la peau du cou. Vous voyez, ça n'est pas grand-chose et ils sont des milliers, ceux à qui c'est arrivé de ne pas avoir très envie, après quelques jours de calme, de retourner servir de chair à canon. Mais enfin,
c'est suffisant pour mériter une sanction, surtout en période de conflit, d'autant plus que William Burkitt récidive peu après. Que trouvait-on encore à porter au passif du meurtrier? Oh, des peccadilles. Arrestation sur la voie publique pour avoir créé un rassemblement de plus de 10 personnes, comparution devant un juge pour non-paiement de la pension qu'il devait verser à une dame pour un enfant non reconnu. Voilà de quoi laisser un juge, un jury et un avocat général sur leur faim. Ça n'est pas ce qu'on peut appeler des antécédents criminels. Alors on en vient à explorer le passé récent, la période précédant immédiatement le drame. Dès son retour à Hull, début août, William Burkitt rencontre Mary Jane Taylor. Elle est surnommée Polly. Polly est séparée de son mari légitime et vit avec un autre pêcheur, du moins pendant les courtes périodes où celui-ci n'est pas en mer. Et précisément, lorsque Burkitt débarque sur le port et dans la vie de Polly, le pêcheur est en mer. Et les choses ne traînent pas. Moins d'un mois après qu'il se soit mis en ménage, une dispute éclate. Polly découvre dans les affaires de William une photo tendrement dédicacée par une jeune personne. Alors Polly met à profit cette découverte pour faire une scène à William. Oui, une femme dans chaque port, c'est bien connu, vous êtes tous les mêmes. Mais enfin, je ne te connaissais pas encore. Mais tu gardes quand même sa photo sur toi, hein? Oh, tu sais, sa photo, je l'avais dans ma poche, comme ça. Eh bien, si le minois de cette petite est indispensable, va donc la retrouver, espèce de... Eh oui, messieurs les jurés, vous savez ce que c'est? Un mot en entraîne un autre. Et le qualificatif dont Polly Tyler s'est servi pour désigner l'accusé est vraiment malsonnant, messieurs les jurés. Piqué au vif, William Burkitt réplique aussitôt que si sa compagne l'appelait encore une fois comme ça, il va l'assommer d'abord, et qu'ensuite il attendra aussi longtemps qu'il faudra que le compagnon habituel de Polly revienne de la pêche et qu'il lui racontera tout. Alors Polly se précipite sur lui toute griffe dehors et tente de le frapper. Oui, messieurs les jurés, notez bien cela, c'est elle qui la première passe de la parole aux actes. Alors William Burkitt, soudain hors de lui, répond en sortant son couteau et en poignardant sa compagne. En conclusion, messieurs les jurés, personne ne peut voir dans ce geste intempestif une volonté certaine et préméditée de donner la mort. Le président de la Cour, dans son résumé final, tente bien de suggérer qu'une querelle ne justifie pas la violence mortelle et que si un jugement reconnaît la possession d'une femme hargneuse comme une excuse suffisante à l'assassinat, la pente est dangereuse. Pour autant, le jury, respectant les définitions légales au pied de la lettre, reconnaît William Burkitt coupable non pas de meurtre, mais d'homicide involontaire. 12 ans de travaux forcés. Il a 28 ans. Il sera libéré 9 ans plus tard. Libéré sur parole pour bonne conduite. Et à 37 ans, il va reprendre son métier de marin. Vous me direz, chers amis, c'est somme toute assez banal. Des cas comme celui-ci, il y en a des centaines, voire des milliers. Où est donc ce dossier extraordinaire et le cas unique dont nous parlions au début de cette histoire? C'était un crime banal, suivi d'un amendement en prison, et il n'y a plus qu'à laisser la réinsertion sociale faire son œuvre. Ah oui, chers amis, la réinsertion sociale, c'est cela. Mais alors dites-moi, quelle est cette odeur de gaz qui s'échappe de la maison de Mme Helen Spencer le 2 novembre 1925? Et que va-t-on trouver lorsque l'on aura enfoncé la porte? Ah, croyez-moi, avec le dossier de William Burkitt, vous êtes loin d'être au bout de vos surprises. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Donc William Burkitt, condamné pour homicide involontaire, a purgé 9 années de prison. Il a payé sa dette à la société et il est libéré le 16 novembre 1924. Libéré sur parole, bien entendu. Il sait qu'il a tout intérêt à se bien conduire. Et à se bien conduire, alors ça, croyez-moi, il y est bien décidé. Il reprend d'abord un travail sur un chantier, travail dont il s'acquitte avec une parfaite conscience. Et pour l'accueillir après ses longs séjours en mer, il trouve la douillette maison et les bras potelés de Madame Helen Spencer. C'est donc la réinsertion sociale dans toute sa réussite. Le 3 novembre 1925, il y aura donc 1 an dans quelques jours que Burkitt a été libéré. Le 3 novembre donc, la fille de Madame Spencer, qui est mariée, vient rendre visite à sa maman
et trouve volets et portes fermées. Elle s'inquiète, d'autant plus qu'une certaine odeur flotte alentour. Mais c'est du gaz, ma parole. Un voisin, appelé à la rescousse, enfonce la porte de derrière, se précipite vers la chambre et revient aussitôt. « N'entrez pas. Il faut appeler la police. » Un Bobby arrive bientôt au courant, jette un coup d'œil dans la chambre du rez-de-chaussée et se rend compte très vite qu'il n'a plus rien à faire ici. Mais cette odeur de gaz, elle semble venir du premier. Il y a quelqu'un là-haut. Il se précipite à l'étage, pénètre dans une chambre où règne la pénombre. Il recule, plaque son mouchoir contre son nez et à tâtons trouve le chauffage au gaz dont le robinet grand ouvert siffle dangereusement. Puis il ouvre la fenêtre, donne un coup d'épaule dans les volets et enfin reprend sa respiration penchée vers l'extérieur. Il se retourne et là, sur le lit, il y a un homme nu. Le Bobby colle l'oreille contre la poitrine, qui ne se soulève plus, mais le cœur bat encore. Irrégulièrement, faiblement, mais il bat. L'agent de police pratique patiemment la respiration artificielle, et au bout de longues, très longues minutes, l'homme commence enfin à montrer quelques signes de vie. C'est bientôt l'arrivée de l'ambulance et des inspecteurs en civil. Pour eux aussi, le premier spectacle, c'est celui de la chambre du bas. Le corps d'une femme, en travers du lit, recouvert de quelques vêtements maladroitement jetés sur elle. Elle a été tuée de plusieurs coups de couteau, notamment 2 blessures au cou, dont l'une a été fatale. La veine jugulaire a été tranchée. Déjà dans le véhicule qui le transporte vers l'hôpital, l'homme donne tous les détails. Il s'appelle William Burkitt. Il a tué sa compagne. Le couteau est dans un tiroir de la cuisine. On le retrouvera effectivement, ce couteau. Un couteau de poche poisseux de sang. On trouvera également les vêtements et les chaussures qui ont été éclaboussés pendant le meurtre, ainsi qu'un marteau. Voici donc William Burkitt, engagé vers son second procès pour meurtre. Avouez, chers amis, que ça commence déjà à être assez peu commun, mais attendez encore un peu avant de vous faire une idée. Bon, le deuxième procès de William Burkitt va suivre une voie assez particulière aux yeux de la loi anglaise. En effet, le juge d'instruction écoute les témoins, note le fait que le marteau, bien que taché de sang, n'a pas servi au crime, mais que tout était parfaitement en ordre dans la pièce et qu'il n'y a donc pas dû y avoir de dispute entre William Burkitt et sa victime. Le meurtrier est donc envoyé devant les assises du comté d'York sous l'accusation de coup ayant entraîné la mort avec l'intention de la donner. Naturellement, il y a bien la tentative de suicide de Burkitt après son geste, mais ce n'est pas une preuve de son innocence. On n'a jamais vu à ce jour un procès pour meurtre avec préméditation se dérouler pourtant comme celui-là. En effet, la défense plaide non coupable. Oui, vous avez bien entendu. Non coupable. Mon client, messieurs les jurés, est rentré de sa campagne de pêche le 2 novembre. Il a pas mal fêté ce retour dans les cafés du port, et c'est déjà relativement ivre qu'il arrive chez Madame Helen Spencer. Celle-ci l'accueille, et pour se mettre à son diapason, continue les libations dans la cuisine, puis dans la chambre du bas. William Burkitt, messieurs les jurés, n'est pas un ivrogne, si l'on considère en comparaison les quantités d'alcool couramment absorbées par les hommes qui font son métier. Mais par rapport à la normale, c'est même un très gros buveur. Regardez-le, messieurs les jurés, cet homme pâle qui est devant vous n'a pas la robuste constitution nécessaire pour résister à ses excès. Aussi, messieurs les jurés, ne va-t-il pas résister et bientôt il s'assoupit pesamment sur le canapé. Or voici qu'au bout d'un moment, peut-être gêné par sa position inconfortable, il ouvre un œil. Et que voit-il? Sa compagne penchée sur ses vêtements est en train de fouiller dans ses poches. Alors, messieurs les jurés, son sang ne fait qu'un tour. Il attire la femme vers le canapé, l'y maintient allongée, et pendant qu'il la domine ainsi, sa main rencontre sur la table son couteau. Un de ces couteaux de marin aux multiples usages et qui se trouve toujours par habitude mêlé à toutes les circonstances de la vie. Or, pour une fois, une malheureuse, une terrible fois, ce couteau s'est trouvé là, messieurs les jurés, au mauvais moment. William Burkitt lève la main sur cette femme qu'il a mis en fureur, il veut la menacer, lui faire peur. Oui, seulement lui faire peur. Et ce n'est que trop tard, messieurs les jurés, qu'il s'aperçoit que cette main tenait une arme et qu'elle a déjà frappé la malheureuse. Hébété,
Burkitt range dérisoirement ce couteau dans un tiroir, puis il jette quelques vêtements sur la victime et s'enfuit dans la chambre du haut où il tente, en ouvrant le gaz, de mettre fin à ses jours et de se faire lui-même justice. Alors, messieurs les jurés, au moment de répondre à la terrible question, William Burkitt a-t-il donné la mort avec préméditation? Vous vous souviendrez qu'il était sous l'influence de l'alcool, qu'il ne savait plus ce qu'il faisait. Et vous répondrez non. William Burkitt n'est pas coupable d'assassinat. Respectueuse Angleterre. Respectables citoyens qui suivent, comme c'est leur devoir, la loi au pied de la lettre. William Burkitt, coupable d'homicide involontaire, d'un deuxième homicide involontaire, est envoyé en prison pour 10 ans seulement, cette fois-là. Il sera libéré un peu avant, sur parole bien entendu, et retourne à la vie civile à l'âge de 48 ans. Il retrouve sans peine un emploi, car on voit tout de suite que malgré ses mésaventures, c'est un garçon sérieux. Apprécié en tant que travailleur, il n'est pas non plus dénué d'intérêt en tant qu'homme. On sent bien que sa vie n'a pas été facile. Et c'est peut-être ce qui séduit Emma Brooks. Emma est séparée de son mari qui a renoncé à lui faire perdre sa fâcheuse habitude de vider avec trop de facilité bouteilles et chopes en joyeuse compagnie. William Burkitt, lui, s'accommode assez bien des penchants de la dame, d'autant plus qu'il n'est pas le dernier quand il s'agit de lever son verre et que cela lui permet, à chaque fois qu'il débarque, d'aller fêter l'événement sans aucune mauvaise conscience en compagnie de la nouvelle élue de son cœur. La personne en question possède d'ailleurs une gentille maison non loin du port, maison où William Burkitt trouve chaleur et réconfort. Pourtant, il y a un trait de caractère que Burkitt supporte beaucoup moins bien chez Emma Brooks. Oh! Quand je dis un trait de caractère, ce serait plutôt une fâcheuse tendance, si elle était prouvée. Oui, Burkitt soupçonne sa fiancée de ne pas lui être d'une fidélité absolue lorsqu'il est au large à se geler les mains en tirant les filets. Il a presque acquis la certitude que la petite maison non loin du port accueille dans sa chaleur quelques-uns de ses collègues pêcheurs. Il s'est arrangé pour débarquer 1 ou 2 fois à l'improviste et il a surpris Emma Brooks dans la rue donnant le bras à des individus, signe qu'elle entretenait avec eux une certaine intimité. Il a l'esprit large, William Burkitt. Il est prêt à accepter pas mal de choses, mais ça, non, il ne le supportera pas. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. Il le dit un jour à ses compagnons de comptoir. Si jamais elle se fait pas une conduite et très vite, si jamais elle continue à jouer ce petit jeu-là dès que j'ai le dos tourné, alors sûr comme 2 de fond 4, qu'un de ces soirs, je l'étrangle. Des piliers de café écoutent cette explosion avec un gentil sourire. On dit ça, et puis on finit par se calmer. Qui, dans sa vie, n'a pas eu envie, en parole du moins, d'envoyer aux flammes de l'enfer une femme infidèle? Mais quand William Burkitt dit quelque chose... Enfin bref, le voici qui rentre de pêche le 26 février 1939 à 11h du soir. Il gagne la maison d'Emma Brooks et... c'est le silence jusqu'au lendemain, 4h de l'après-midi. À cet instant, les voisins entendent brusquement les échos d'une violente dispute. Ah, voilà, ça recommence. Mais c'est bientôt et très vite à nouveau le silence. Tiens, c'est moins long que d'habitude, pensent les voisins. Ils ont dû se réconcilier. Un peu plus tard dans la soirée, on aperçoit Burkitt ici et là en ville. Il demande même à une petite fille d'aller jusqu'à la pharmacie lui acheter tout un stock de cachets d'aspirine. Il s'enferme dans la maison. On ne le revoit plus jusqu'au surlendemain, le 1er mars. Très tôt le matin, il frappe chez sa sœur. « Mais qu'est-ce que tu as, William? Tu es tout pâle. Tu ne tiens pas debout. Oh, je suis malade. Si tu savais comme je suis malade. »« Toi, tu as encore trop bu. Ne bouge pas. Je vais chercher le docteur. » Le temps que la sœur et le médecin reviennent, William Burkitt s'est envolé. On le verra, pâle et titubant, dans plusieurs cafés près du port, puis marchant seul, le long des docks, en oscillant, en criant des mots sans suite. On finira par le repêcher à moitié noyé dans l'eau saumâtre du port. Entre-temps, la police s'était rendue pour une visite de routine dans la maison d'Emma Brooks, et l'on avait rapidement compris la raison exacte du désarroi de William Burkitt. « Oui, messieurs les jurés, nous le reconnaissons. Nous avons effectivement étranglé la malheureuse Emma Brooks. » C'est le 3e procès
de William Burkitt devant les assises de Leeds, cette fois le 17 mai 1939. « Oui, messieurs les jurés, nous avons étranglé Ma Brooks. Oui, c'est affreux, c'est un geste irréparable. Mais, au moment d'user de votre terrible pouvoir, messieurs les jurés, lorsqu'on vous posera la question sans appel, William Burkitt a-t-il tué Emma Brooks avec préméditation, vous vous souviendrez de ce qu'a déclaré le médecin légiste tout à l'heure. Après leur dispute, Burkitt et sa compagne ont consommé ensemble plus de 600 comprimés d'aspirine. 600 comprimés, messieurs les jurés. Tentative de suicide en commun ? Peut-être. En tout cas, et sans aucun doute, pour commettre une semblable folie, il fallait qu'ils fussent tous les deux dans un état d'égarement mental absolu. Oui, d'égarement mental. Et c'est dans cet état que William Burkitt a commis son geste fatal. Voilà pourquoi tout à l'heure, messieurs les jurés, vous répondrez non. William Burkitt n'est pas coupable de meurtre avec préméditation. Et les jurés de Leeds répondent non. William Burkitt n'est pas coupable de meurtre avec préméditation. Il a commis un homicide involontaire. Incroyable, n'est-ce pas, chers amis? Troisième meurtre, troisième verdict n'amenant qu'une peine de prison. Pourtant, cette fois, le président de la Cour se croit autorisé, eu égard aux antécédents de l'accusé, de demander aux jurés de rester à leur place et d'entendre un témoin supplémentaire, un officier de police, qui pourrait peut-être leur donner une opinion raisonnable sur le personnage. À l'issue de cette audition, la Cour prononce une peine d'emprisonnement à perpétuité. Voilà. C'est fini, penserez-vous. On n'entendra plus parler de William Burkitt. Pas exactement, voyez-vous. Burkitt trouve la sentence tout à fait injuste et il fait appel jusqu'auprès du ministre. Malheureusement, celui-ci, l'âme sûrement endurcie par de trop nombreux dossiers, ne libérera pas Burkitt et le prisonnier va rester derrière les barreaux de mai 1939 à mai 1954, traversant ainsi sans dommage la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi mai 1954 ? Eh bien, à cette date, on prit la décision de le transférer à l'hôpital de Kingston-sur-Hull, là où il était né. En effet, les médecins ont déterminé qu'il souffrait d'une maladie incurable et qu'il n'en avait plus que pour quelques semaines à vivre. La mesure a été prise en grand secret pour ne pas remuer l'opinion publique. Or, dans cet hôpital, un médecin expérimente un nouveau médicament et cherche des volontaires. Burkitt, qui n'a plus rien à perdre, se propose. Et le traitement lui réussit plutôt bien. Si bien même que le 6 septembre 1955, on l'autorise à sortir pour une promenade. On sait son danger car William Burkitt s'est déclaré très heureux de vivre dans cet établissement. D'ailleurs, ce n'est pas sa première sortie. Seulement cette fois-là, il ne revient pas. Alors on le cherche, bien sûr. On le cherche partout. Mais c'est le hasard qui fait remarquer à un policier cet homme tranquille dans le quartier des Docks. Oui, il est revenu là, tout bêtement, boire un verre ou deux, et puis il parle avec sa nièce dans la rue, en profitant des derniers rayons du soleil. On le reconduit gentiment à l'hôpital. La presse a eu vent, bien sûr, de cette histoire sensationnelle qui fait les beaux jours des magazines pendant quelques semaines, et puis on oublie enfin William Burkitt. Oh, il n'aura plus droit aux sorties, mais il mourra heureux dans sa ville natale, le 24 juin 1956, après 69 ans d'une vie bien remplie. Oh oui, si bien remplie. Et sans que l'on tente à nouveau sur sa personne le moindre essai, mais alors là, pas le moindre, de réinsertion sociale. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.